Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Guillaume pour discuter des faux souvenirs et des traumatismes. Ensemble, nous allons découvrir comment notre mémoire déforme la réalité et les conséquences que cela peut avoir en thérapie. Si tu es curieux de savoir comment ta mémoire te joue des tours et ce que tu peux faire pour t'en protéger, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre comment fonctionne la mémoire, quels sont ses biais, pourquoi est-ce que l'on modifie nos souvenirs de nous-mêmes lorsque l'on vieillit, comment créer un faux souvenir, est-ce que l'on peut se rappeler de notre petite enfance, comment des thérapies comme l'hypnose peuvent créer de faux souvenirs, est-ce que l'amnésie traumatique existe, comment se protéger des faux souvenirs, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu sauras comment tes motivations et ta personnalité actuelle influencent ta mémoire, et en particulier la création de faux souvenirs. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Merci encore pour ta curiosité, et sans plus attendre, voici Fabrice Guillaume. Bonjour Fabrice. Bonjour. Pour commencer l'épisode, je vous propose de vous présenter rapidement, de nous dire qui vous êtes, sur quoi est-ce que vous travaillez et depuis quand. Je m'appelle Fabrice Guillaume. Je suis enseignant-chercheur à l'université d'Aix-Marseille, rattaché au laboratoire qui est le centre de recherche en psychologie et en neurosciences à Aix-Marseille Université, et je travaille sur, le fonctionnement de la mémoire, pour décrire ça, de façon brève. Et alors ça regroupe, tout un tas de domaines, hein, qui sont liés, aux théories du fonctionnement de la mémoire, aux modèles du fonctionnement de la mémoire, c'est-à-dire plutôt un aspect de recherche fondamentale. Mais aussi, je m'intéresse beaucoup à la psychopathologie et à la neuropsychologie dans ce contexte-là, donc dans différentes populations. Super. Je vous propose de plonger directement dans le cœur du sujet. Comment fonctionne la mémoire et en particulier, comment est-ce que du coup on en vient à créer un souvenir et comment se passe aussi le rappel d'un souvenir. Ah oui, c'est pas des questions faciles que vous posez là. Hem, alors comment se crée un souvenir? Le souvenir, il se crée toujours à partir d'une expérience, sensorielle, sensorimotrice même, qui est vécue et qui laisse en nous une trace. Une trace plus ou moins importante. S Évidemment, beaucoup de choses que nous vivons, disparaissent dans les oubliettes. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles n'ont pas, une importance dans notre construction, mais en tout cas, on n'en fera pas des souvenirs épisodiques par la suite, hein. C'est des choses qui, voilà, qui selon nous n'ont pas forcément d'importance, donc pour notre organisme, et qui sont oubliées, là où d'autres effectivement vont prendre plus de place, et on va s'en souvenir, et même parfois on va s'en souvenir longtemps. Donc, les souvenirs, donc, ce sont des reconstructions, en fait, sur la base de traces mnésiques que l'on accumule au cours de notre existence à travers nos expériences vécues. Et donc ce processus de rappel des souvenirs, c'est un processus très complexe puisqu'il va dépendre évidemment de la nature du souvenir. Est-ce que c'est une nature plus ou moins sensorielle? Ou est-ce que ça renvoie à des concepts, à des connaissances? Donc tout ça évidemment va, modifier légèrement le processus de rappel, enfin sa nature profonde, hein, et en particulier sa nature neurophysiologique, qui sera toujours, relative en fait à cette importance. Et évidemment, il y a une variable qui est absolument essentielle dans ce contexte, c'est, la motivation et l'émotion vécue par ce souvenir, évidemment, qui va faire que la trace qu'il va inscrire peut être plus ou moins forte, plus ou moins importante justement pour nous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer comme potentiel biais de la mémoire quand on va rappeler un souvenir, par exemple? Est-ce que lorsque je rappelle un souvenir, est-ce que du coup, je le modifie au fur et à mesure? C'est-à-dire, est-ce que le fait de rappeler un souvenir, je vais intégrer de nouvelles informations dedans? Est-ce que de base, quand je vais le rappeler, il aura déjà des informations qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas entre guillemets «dans l'événement présent», qui se seront rajoutées? Comment est-ce que tout ça fonctionne? Oui, oui, ça renvoie à tout un corpus en fait de travaux et d'études, hein, sur les faux souvenirs par exemple. Effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, lorsqu'on essaye de rappeler un souvenir, en fait, on a des traces en nous de ces différents événements. Mais il va falloir quand même les reconstruire, les remettre en mouvement pour qu'elles, émergent comme un état de conscience mnésique, et comme un état mental qui fait sens. Et évidemment, c'est bien souvent là que, peuvent s'insérer, différentes informations qui n'étaient pas forcément là, lors de l'événement. Donc ça peut relever à la fois de nos motivations, de nos connaissances, de ce qu'on a vécu entre l'événement et le moment du rappel, qui fait qu'on n'est plus tout à fait dans la même,
dans les mêmes schémas mentaux et donc on va avoir plus de mal à rappeler, fidèlement le souvenir, on va plutôt le transformer. Donc évidemment, ces transformations, elles sont potentiellement toujours là. Bah, il est aussi possible, hein, de rappeler correctement un souvenir, hein. C'est évident, hein, c'est-à-dire que la mémoire fonctionne quand même pas si mal. Mais il y a toujours cette possibilité, de, ouais, d'insérer, disons, dans un souvenir des choses qui n'y étaient pas vraiment. Il y a quelques transformations qui peuvent arriver. Donc évidemment, tous les travaux, depuis Elisabeth Loftus, par exemple, qui a beaucoup étudié ça, tous les travaux sur les faux souvenirs montrent comment c'est simple, en fait, de manipuler la mémoire et de reconstruire, en insérant des informations qui n'étaient pas là préalablement. Et est-ce qu'il y a un intérêt à ça, à ce processus? Ou est-ce que c'est juste la conséquence, fâcheuse du fonctionnement de base? Ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt évolutif au fait, du coup, de pouvoir modifier un souvenir a posteriori? Un des intérêts, évolutifs, me semble-t-il, hein, c'est, de maintenir une cohérence psychologique interne. C'est-à-dire qu'on a notre, univers mental qui maintient une certaine cohérence par rapport à toutes nos connaissances en fait, hein, notre modèle mental du monde, toutes nos connaissances qu'on a acquis, durant notre existence et évidemment lorsqu'il y a des informations qui viennent contredire, alors ça peut venir contredire, ce modèle mental comme un événement incongru par exemple, qui n'aurait pas dû se produire selon ce que l'on connaît du monde, mais qui se produit quand même. Évidemment ça va être beaucoup plus marquant pour le système cognitif. Puisqu'il va falloir qu'il modifie un petit peu les connaissances qu'il avait jusqu'alors, hein, du monde pour intégrer ça. Ça peut être aussi, des motivations que nous avons, des choses qu'on préférerait penser que d'autres, des choses que l'on préférerait croire, que sais-je. Donc évidemment tout ça va jouer, en fait, hein, et c'est s'il y avait une propriété, ce serait vraiment celle-là. C'est-à-dire nous sommes ainsi faits que quand même, mentalement, on a une tendance à vouloir maintenir une cohérence, de tout ce que l'on pense. Ce qui fait, dans certains cas, en psychopathologie notamment, on observe ça, hein, ce qui peut aboutir à des mécanismes de reconstruction du passé, en fait, qui sont très importants. Il y a des personnes qui reconstruisent vraiment leur passé pour être en cohérence à l'instant présent. Si elles ont fait des choses, disons déplorables ou des choses, voilà, bon, bah, elles vont un petit peu s'arranger avec ça, voire reconstruire le passé pour justement maintenir cette cohérence interne et continuer à vivre de façon assez un peu plus paisible. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'un faux souvenir et comment s'en forme-t-il? Parce qu'on a vu qu'il y avait une limite très fine entre, un souvenir qui était vraiment bien rappelé, un souvenir qui était bien rappelé avec juste de légers changements. Du coup, est-ce qu'il suffit qu'il y ait juste un léger changement pour qu'on considère que ce soit un faux souvenir? Ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit, est-ce que c'est même possible d'avoir un souvenir, complètement construit? C'est-à-dire qu'il ne serait même pas arrivé, autre part que dans notre imagination? Mmh. Oui, oui, non, c'est une bonne question. En fait, ça renvoie vraiment à la définition de ce qu'est un faux souvenir et comment on fait pour repérer un faux souvenir. Puisque pour dire que c'est un faux souvenir, il faut avoir une idée de ce qui s'est passé déjà, vraiment. C'est-à-dire quel était l'événement et quel est ton souvenir de l'événement, pour observer cette distorsion éventuelle. Donc souvent, ça s'est produit ces études se sont faites dans un milieu expérimental, hein, en laboratoire, où on manipulait ça de façon assez stricte. Dans la vie, générale, dans la vie quotidienne, pardon, en général, on se rend compte qu'on a fait un faux souvenir quand, bah, les autres, ont une version différente, par exemple, de la vôtre. Ça veut dire que, bah, il y en a un de nous qui a un faux souvenir. Voilà. Si vous êtes tout seul à vous souvenir de ça, mais que tous les autres vous disent: «Non, non, ça s'est pas passé comme ça, mais ça s'est passé comme si», là, effectivement, vous pouvez dire: «Ah, peut-être qu'effectivement, j'ai peut-être un peu reconstruit, les choses». Mais bon, ça, en général, on étudie ça plutôt de façon expérimentale, justement, pour, vraiment contrôler tout ça et ben, un faux souvenir, c'est à partir du moment où il y a une distorsion. Qui peut être assez minime, mais parfois des distorsions minimes peuvent avoir une grande importance, comme dans les cas, judiciaires, par exemple, de d'interrogatoire ou de témoignage, où là, peut-être des détails, en fait, deviennent, très importants et pourtant ils ont été reconstruits, différemment. Et quels sont les facteurs justement qui peuvent faciliter la production de faux souvenirs? Vous aviez parlé justement d'Elisabeth Loftus qui travaillait sur le fait de créer des faux souvenirs. Du coup, comment ça se passe? Comment est-ce que on peut, créer un «faux souvenir» entre guillemets? Il y a différentes, méthodes. La première, c'est la suggestion, c'est-à-dire qu'on peut suggérer entre l'événement et le rappel, on peut suggérer tout un tas de choses, par exemple, si vous regardez vos photos d'enfance, évidemment, vous allez un peu distordre, vos souvenirs d'enfance dans le sens de ces photos que vous regardez, par exemple, à 14-15 ans, ou alors vos parents vous racontent comment ça s'est passé.
où vous retrouvez, par exemple, votre lit de bébé, dans le grenier, familial et à ce moment-là, vous avez, 10-15 ans et puis vous vous imaginez bébé et puis à 30 ou 40 ans, bah, vous vous dites, «Ah, j'ai des souvenirs de moi, bébé dans le berceau». En fait, non. Vous avez juste un souvenir de ce que vous avez de votre état mental que vous aviez lorsque vous aviez 15 ans et que vous avez retrouvé ce bon voilà. Le problème, c'est effectivement de retrouver la source du souvenir. Effectivement, la source n'est pas toujours connue ou n'est pas toujours facile à retrouver. Donc on peut avoir, des souvenirs qui ont été simplement des pensées, par exemple. Parce que tout notre monde mental, toutes nos pensées, en fait, produisent elles aussi des traces et donc des sont potentiellement des souvenirs et on peut ne pas se souvenir que c'était simplement une pensée, mais se dire: «Tiens, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu». Donc il y a tous ces facteurs-là, hein. Ça, c'est une méthode, il y a aussi les méthodes de désinformation, voilà, de suggestion, de désinformation. Il y a des méthodes aussi qui s'appuient sur la sémantique, comme le paradigme qu'on appelle DRM. Du nom de ces auteurs où là, on propose tout un tas de mots, par exemple, hein. Je vais vous dire, lit, couette, matelas et cetera, mais je vous dirai pas sommeil et puis, 10 minutes après, je vous dis: «Voilà, est-ce que dans la liste que je vous ai proposée tout à l'heure, est-ce qu'il y avait le mot sommeil?» Là, vous aurez tendance à me dire que oui. Parce qu'en fait, j'ai créé un champ sémantique avec le lit, la couette, le matelas et cetera qui effectivement préactive, en fait, d'un point de vue sémantique, le sommeil. Donc il y a tous ces phénomènes de manipulation, voilà, qui peuvent produire des faux souvenirs. Ça me rappelle un petit peu le travail de Daniel Kahneman sur le Remembering Self, avec cette idée que si on prenait l'expérience moment par moment, on aurait une vision bien différente de notre vie ou de nos dernières vacances que plutôt que ce qui s'est passé quand nous on le raconte. Donc, que ce soit du coup une question de motivation, de comment est-ce que l'on veut les faire paraître les vacances aux autres ou comment est-ce qu'on veut se les faire paraître à soi-même Bien sûr. au Mmh. moment où on les raconte. Et donc, est-ce qu'il y a des éléments clés qui vont faire qu'on va se rappeler un souvenir d'une certaine manière? Bah, en fait, il y a pas un élément clé, il y en a plusieurs et il y a, notre état mental au moment présent. Par exemple, si vous avez subi un changement d'humeur ou, si, vous êtes plus en accord avec ce que vous avez vécu, vous pouvez très bien le transformer de façon à ce que ça la fameuse cohérence interne dont on parlait tout à l'heure. Vos motivations et puis tous les enjeux effectivement comme vous disiez, hein, de psychologie sociale, hein, c'est-à-dire tous les enjeux interpersonnels, dans la relation, hein. Qu'est-ce qu'on veut transmettre à l'autre? Bon, on va plutôt insister sur des éléments que d'autres. Donc il y a tout ce côté image effectivement de soi, qui est assez important. Voilà, mais il y a tous les paramètres émotionnels, motivationnels, les intentions que nous avons quand on récupère quelque chose en mémoire. C'est toujours dans un contexte particulier et c'est tout l'avantage de la mémoire en fait, c'est que, au fur et à mesure de notre développement, nous construisons, à partir des traces des événements que nous avons vécus, nous construisons progressivement des connaissances, des schémas mentaux, des traits de personnalité même à des niveaux, supérieurs et donc tout ça, c'est des mécanismes de construction, qui font que finalement, ce que nous avons vécu se trouve dans cette construction, mais n'est pas forcément accessible consciemment. Évidemment, on ne se souvient pas de tout ce qu'on a vécu et pourtant ça nous a quand même construit. Donc ça, c'est vraiment la magie de la mémoire, hein, de passer, d'événements, uniques en fait à des traces qu'on peut appeler composites, hein, qui sont beaucoup plus intégrées et qui commencent à former des connaissances à partir des analogies de différents événements, hein. On en extrait en fait des concepts et du sens à des étages supérieurs. Mmh. Quelque part, on essaye un peu de remplir le vide, c'est-à-dire que quand on va essayer de se rappeler un souvenir, si on n'a pas tous les détails, on va aussi avoir notre cerveau qui va venir essayer de compenser le vide qui s'est passé. On a l'événement 1, on a l'événement 3, mais on sait plus trop ce qui s'est passé au milieu et du coup, on va essayer de faire des ponts. C'est Et après, ça, du coup, le risque, c'est qu'on risque d'intégrer ces ponts maintenant dans le nouveau souvenir et donc la prochaine fois, on sait même plus qu'on a fait ces ponts dans un premier temps, voire on sait même pas dans un premier temps qu'on les a fait. exactement. Et donc, comment est-ce que quelqu'un pourrait se protéger de ces biais? Est-ce que je doute qu'il y a un moyen de les éviter complètement, mais est-ce qu'il y a des choses que quelqu'un pourrait faire pour peut-être limiter ou en tout cas limiter l'impact de ces biais sur Mmh. son quotidien? Peut-être, En fait, c'est vrai que c'est difficile de les éviter complètement parce que, ces biais, comme vous dites, ils ont une fonctionnalité, en fait. C'est eux, justement, qui permettent de faire que les traces sont instables, qu'elles communiquent entre elles et qu'elles forment des connaissances de plus en plus haut niveau. Donc effectivement, ce qu'on peut se demander dans un premier temps quand on a un souvenir, c'est, s'appuyer davantage sur, tout ce qui est sensorimoteur, justement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment, l'image mentale claire de cet événement? Ou est-ce que c'est purement narratif et verbal? C'est-à-dire sur un modèle plutôt propositionnel? Vous savez,
nos représentations mentales ont au moins 2 formats. Le premier qu'on qualifie de propositionnel, c'est-à-dire c'est le langage, les concepts, tout ce qui est connaissances, mêlées entre elles. Et puis il y a le format sensori-moteur vraiment, hein, perceptif, où, on a des images mentales, par exemple. On peut se souvenir d'une odeur, on peut se souvenir de tout un tas de choses. Donc tout ça, ça renvoie à vraiment quelque chose de sensoriel et primaire. Et ça, c'est une des clés, semble-t-il, hein, mais c'est pas parfait, mais qui permettrait de distinguer, un vrai d'un faux souvenir. C'est-à-dire que le vrai souvenir a davantage de traces sensorielles. Ce qui est logique puisque le faux souvenir en général a été, les ponts, comme vous dites tout à l'heure, ont été faits sur la base de connaissances et de choses qui sont plutôt propositionnelles. Je vous propose de passer sur la partie, traumatisme et donc et après on pourra refaire le pont du coup entre faux souvenirs et trauma. Et donc comment est-ce qu'on définit un traumatisme, cliniquement ou même, je sais pas s'il y a une définition neuropsychologique du traumatisme? Et surtout comment est-ce qu'on fait la distinction entre un traumatisme et simplement un mauvais souvenir ou un mauvais événement? Alors il y a pas la définition du traumatisme n'est pas claire puisqu'elle ne dépend pas de l'événement lui-même. Elle dépend aussi du récepteur de l'événement. Ce qui signifie qu'un événement peut être traumatique pour quelqu'un, mais pas pour quelqu'un d'autre. Donc il y a pas en soi d'événement traumatique. Un attentat, par exemple, hein, peut, effectivement créer un traumatisme durable qui lui va se transformer en un syndrome qu'on appelle le trouble du stress post-traumatique, par exemple, qui lui effectivement devient problématique, au sens pathologique du terme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut soigner parce que ça empêche les gens de vivre. Ils ont des difficultés de concentration, une hypervigilance, des problèmes somatiques, des troubles du sommeil et cetera, des problèmes attentionnels. Donc là, effectivement, il faut prendre en charge. Mais l'événement traumatique à l'origine de ça, on sait par exemple qu'en général, lorsqu'il y a un attentat ou un événement vraiment très dur, qui est vécu, il y a à peu près entre 20 et 30 des personnes qui vont développer un trouble du stress post-traumatique. Les autres, non. Donc ça signifie aussi qu'il y a des facteurs de prédisposition quand même. Votre, vos capacités affectives, votre attachement précoce, enfin tout ça va participer, votre milieu social, voilà, comment vous vous êtes construit, tout ça évidemment va participer. Donc il y a aussi des variables, hein, à ce niveau-là. Donc l'événement traumatique, bon, on ne peut pas vraiment le définir. C'est-à-dire qu'une chose peut être traumatique pour quelqu'un, hein, vraiment, une humiliation en public ou une parole même, hein, peut être traumatique pour quelqu'un, en fait. Alors que pour quelqu'un d'autre, ce sera relativement anodin et ça lui passera, un petit peu au-dessus de la tête. Donc voilà, il y a pas vraiment de définition de l'événement traumatique. En revanche, il y a une définition très claire de ce qu'est un trouble du stress post-traumatique. C'est-à-dire que lorsque on est dans le domaine pathologique, hein, là, le DSM ou la CIM, par exemple, hein, définissent très, très bien, ce qu'est un trouble du stress post-traumatique et quelles sont les caractéristiques de ce trouble. Et donc justement, quelles sont les caractéristiques, comment est-ce que quelqu'un, je sais même pas si on peut diagnostiquer en soi soi-même son traumatisme, mais est-ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux où il y a un petit peu cette mode du trauma avec, beaucoup de, bah, justement de simples mauvais souvenirs ou de mauvaises actions qui sont, d'un coup élargies, j'ai l'impression ou, multipliées, enfin pas multipliées, je sais pas comment dire, boostées, enfin Ouais, ouais. grossi Mmh. jusqu'à devenir un traumatisme, enfin en tout cas se faire percevoir comme tel. Et je suppose que du coup après, la personne réagit totalement différemment. C'est-à-dire que si quelqu'un la personne considère qu'elle a un souvenir traumatique ou qu'elle considère qu'elle a juste un mauvais souvenir, pour le même souvenir, je suppose que ça doit changer complètement, ce qu'elle en fait après. Oui, oui, bien sûr, bah, la question des réseaux sociaux est intéressante de ce point de vue, hein. Parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, ce qu'on en fait essentiellement, c'est, de l'émotion. Enfin, il faut faire le buzz, donc il faut faire quand même des choses assez spectaculaires, émotionnelles, et cetera. Et dans les groupes sociaux en particulier, je constate que les gens sont de plus en plus attachés à leur image, numérique, on pourrait dire, je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas leur image sur les réseaux et que quand on s'attaque à cette image, il y a vraiment une identité en jeu, en fait, hein. Alors que c'est pas tout à fait eux-mêmes, mais en fait, ils y attachent quand même beaucoup d'importance et donc c'est on peut aussi il a été montré qu'on pouvait, tout à fait être, traumatisé par procuration. C'est-à-dire que, le fait qu'on nous raconte un traumatisme aussi peut être traumatisant. Si on a suffisamment d'imagerie mentale, qu'on se met à la place, on peut être traumatisé par des faux souvenirs aussi. Quelque chose qu'on n'a pas vraiment vécu, mais qu'on croit avoir vécu et on a quand même les symptômes du TSPT, du trouble du stress post-traumatique dans ce cas-là. Donc tout ça est possible. C'est vraiment dans les interactions et en fonction du récepteur, en fait, c'est-à-dire de la personne, en fait, que tout ça va prendre plus ou moins d'importance. Et justement, comment est-ce que
Une personne qui a un donc le trouble du stress post-traumatique, c'est vraiment défini d'un point de vue d'un vécu psychologique. Ce qui compte, c'est pas forcément l'événement en soi, ni même s'il est vraiment vrai. Ce qui va compter, c'est, comment est-ce que la personne, l'a vécu ou a l'impression de l'avoir vécu. Et donc, comment est-ce qu'en thérapie, on vient traiter, le traumatisme? Quel est le fonctionnement de la méthode? Comment est-ce qu'on va réussir à rendre, du coup, un souvenir, bah, qui est extrêmement douloureux, moins douloureux, alors que, bah, il s'est produit dans tous les cas où enfin, voilà, il est déjà ancré? Ouais. À l'origine un traumatisme, ce qu'il faut dire aussi, hein, quand même, c'est que ça provoque, un certain nombre de réactions physiologiques. Des hormones du stress, glucocorticoïdes et cetera, hein, qui vont vraiment, déjà, bien imprégner, le système cognitif, hein, et donc participer à cette, trace mnésique tout à fait particulière qui est un traumatisme, en fait. Donc il y a quand même ça, hein, il y a quand même des choses neurophysiologiques qui se passent et hormonales en particulier, hein. Voilà, le cortisol, le glucocorticoïdes, toutes ces les surrénaliennes, tout ça, et ça évidemment, ça produit un effet. Votre question, c'était de savoir, comment on pouvait, par la suite prendre en charge. Heu, alors quand on prend en charge en général, hein, c'est parce que la personne se plaint et en général quand elle se plaint, c'est qu'elle est plutôt dans un état de trouble du stress post-traumatique. Alors il y a différentes méthodes de prise en charge. La plus connue, et la plus efficace, donc la plus répandue aussi, hein, c'est ce qu'on appelle l'EMDR, Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, qui a été, mise au point, on va dire, par madame Shapiro, qui s'appuie en fait sur des stimulations bilatérales alternées. Mais ce qui est commun à toutes les thérapies dans ce contexte-là, de toute façon, c'est la réactivation du souvenir traumatique. Donc l'idée, c'est d'abord de mettre les gens dans un état où ils réactivent le plus fidèlement possible. Donc ça peut être, tout à fait dans le même contexte. On essaye de reconstruire un peu ce qui s'est passé et cetera. De façon à avoir une réactivation la plus efficace et la plus fidèle du souvenir, et à ce moment-là, on peut appliquer un traitement dessus. Donc dans le cas de l'EMDR, c'est des SBA, mais ça peut être aussi, une technique de lieu sûr, par exemple. On dit en même temps une sensation interne désirable, par exemple, de demander aux gens en même temps d'associer ça, et donc il y a une association qui va se faire progressivement entre cet événement très désagréable, parce que quand les gens réactivent un traumatisme et qu'ils sont vraiment traumatisés, hein, il y a aussi, ils revivent vraiment, l'émotion associée. C'est ça qui est quand même assez désagréable, et donc l'idée, c'est de détacher, en fait, ces marqueurs somatiques, hein, c'est tout ce qui est désagréable au niveau émotionnel, dans le dans le revécu de cet événement, de le détacher, progressivement du reste de la trace, et donc c'est la prise en charge thérapeutique dans ce contexte-là, elle sert essentiellement à ça. Donc d'abord réactiver. Et une fois qu'on a réactivé, justement, essayer d'apaiser, de mettre voilà, avoir une sensation désirable, d'associer en fait la trace de cet événement à une sensation plutôt positive que négative, et cetera, et comme ça, on reconstruit, et il y a toujours un moment, en EMDR par exemple, où le sujet, dit, «Ah bah, ça y est, quand je réactive, je ne sens plus, mon ventre gonflé», par exemple, je ne sens plus, cet état, émotionnel, tout à fait négatif que je ressentais, et c'est le moment en fait où effectivement ces marqueurs somatiques se sont détachés, de la trace de l'événement, et après ça va beaucoup mieux. Et est-ce qu'on traite du coup un traumatisme, qui est issu d'un faux souvenir? Est-ce qu'on le traite de la même manière qu'un traumatisme et après on dit à la personne que c'était peut-être un faux souvenir? Ou est-ce qu'on dit juste à la personne que c'est un faux souvenir et après on essaie de à partir de là, de Mmh. peut-être le traiter ou? Les thérapeutes mettent pas en doute en fait la véracité ou non du faux souvenir, hein, des patients qu'ils ont. À partir du moment qu'il y a une souffrance ou qu'il y a un trouble du stress post-traumatique, il faut le traiter, que ce soit un vrai ou un faux souvenir, ça va se traiter de la même façon. Justement, dans ces thérapies, notamment avec l'hypnose, comment est-ce qu'on peut arriver à induire des faux souvenirs? C'est-à-dire quel est le risque? Comment est-ce que, on peut, par suggestion, arriver à faire croire au patient qu'il a eu un événement éprouvant, Oui, oui, il y a eu des cas célèbres, hein, notamment d'hypnothérapeutes, qui ont été condamnés, par la justice dans ce contexte-là, puisque l'hypnose est une méthode, qui peut s'avérer tout à fait efficace, mais c'est un état de conscience modifié dans lequel, on 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 abolit, en fait, les capacités de contrôle de la personne. Donc évidemment, toutes les suggestions dans le contexte de l'hypnose vont être beaucoup plus efficaces que dans un contexte, non hypnotique. Heu, En fait, ça rend efficace, la suggestion. Évidemment, si le thérapeute vous dit à ce moment-là: «Mais est-ce que vous n'avez pas vécu ceci ou cela?»
dans votre famille étant jeune et cetera, bah, évidemment, ça va s'ancrer beaucoup plus, profondément et durablement dans si vous êtes sous hypnose. Donc la manipulation mentale est beaucoup plus efficace sous hypnose, oui, effectivement, que lorsqu'on est dans un état, normal. Mmh. Donc, quelles peuvent être les conséquences de ça? Est-ce qu'on peut vraiment arriver à créer un souvenir traumatique chez la personne ou en tout cas, à lui faire croire que quelque chose s'est réellement passé? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Il y a eu tout un tas de cas, pardon, dans la littérature, mais aussi au niveau judiciaire, de nombreux cas de soi-disant, thérapeutes qui en fait n'étaient que des gourous et qui abusaient effectivement des personnes sous hypnose, souvent à des fins économiques, hein, c'est-à-dire pour leur soutirer de l'argent et ou avec des visions tout à fait simplistes, hein. C'est-à-dire que les gens, les patients venaient les voir, avec leurs problèmes psychologiques et à chaque fois, ils proposaient toujours la même solution, hein. C'est-à-dire: «C'est de la faute de vos parents, vous avez eu ceci, vous avez eu cela pendant votre enfance» et cetera. Comme le groupe Saint-Terme, par exemple, qui est assez, célèbre dans le milieu, sectaire, enfin dans des dérives sectaires, où là, effectivement, c'était ce qui était dit, hein, c'est-à-dire que les gens, c'était toujours la faute des parents, c'était toujours la même, sauce qui était fournie aux patients et souvent les patients étaient en plus sous hypnose et donc au bout d'un certain nombre de séances, bah, les patients ils finissent par y croire, quoi. Ils finissent, par considérer, que c'est vraiment ce qui s'est produit, hein, ils en veulent aux patients, évidemment ça détruit les familles et cetera, hein, donc il y a tout un tas de difficultés, en fait, associées à ça. Je trouve que enfin, ces thérapies justement de souvenirs refoulés ou où on va essayer d'aller chercher des souvenirs qui ont été oubliés, pose la question de: est-ce que l'on peut vraiment oublier un souvenir traumatique? Vu qu'on voit que une des choses qui fait qu'on encode un souvenir, c'est vraiment sa force et sa rareté. Mmh. C'est-à-dire que plus un souvenir est rare, plus on va l'encoder et plus il est fort, plus on risque de l'encoder pour, vu que c'est un peu la fonction de la mémoire, c'est-à-dire ne pas retomber dans la même situation. Ça pose la question de: est-ce qu'on peut réellement oublier un souvenir traumatique ou pas? Très bonne question. Question brûlante, hein, en psychologie, puisque vous trouverez un petit peu de tout. Il y a des gens qui considèrent que le refoulement, c'est quelque chose qui existe. Des gens qui considèrent, alors après on est passé à la notion d'amnésie traumatique, c'est-à-dire c'est ça, hein, c'est l'oubli d'un événement traumatique et en ce moment, on est plutôt, dans ce domaine, sur l'idée d'une amnésie dissociative. C'est-à-dire que lorsque vous subissez un traumatisme, heu, vous avez toujours, en vous quand même quelques éléments, en particulier sensorimoteurs justement, assez primaires, comme des flashbacks, c'est-à-dire des images mentales qui vous reviennent. Par contre, effectivement, vous oubliez un petit peu le contexte. C'est-à-dire ce qui s'est passé un peu avant, un peu après, tout ça est beaucoup plus flou. Donc ça, c'est vrai, hein, il y a une disparition de certains éléments. Mais en revanche, il y a aucune démonstration, à ma connaissance, hein, dans la littérature, qu'un événement traumatique puisse être complètement oublié. C'est-à-dire au-delà même d'une trace sensorielle. En général, il y a toujours quelque chose. Là, tout ça aussi est relatif au moment du traumatisme. Puisqu'évidemment, si votre mémoire n'est pas mature, par exemple, si vous avez été traumatisé à 3 ans, de toute façon, vous ne vous souviendrez pas de ce qui s'est passé. Bon, évidemment, hein. Mais si c'est, à l'adolescence ou après l'adolescence, en général, les gens se souviennent très, très bien de certains éléments de ce traumatisme. Est-ce que les gens devraient se méfier, voire éviter du coup, toutes les thérapies, du style, l'hypnose pour aller chercher des souvenirs refoulés? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a un mal-être, il n'arrive pas à identifier et qui va se dire: «Bon, peut-être que ça vient de ma jeune enfance, peut-être qu'il s'est passé quelque chose». Je vois qu'il y a beaucoup de thérapies, il y a la thérapie du cli primal, il y a il y en a beaucoup de thérapies comme ça, qui visent au travers d'une sorte de catharsis à, atteindre un état, précoce comme si on revenait dans le temps ou alors du coup, bah, soit au travers de l'hypnose. Est-ce qu'une personne devrait peut-être aller vers ce genre de thérapie dans certains cas et par contre y aller avec des pincettes? Ou est-ce que même avec des pincettes, la suggestibilité est tellement forte que la thérapie ferait mieux d'être évitée? Ouais. Bah, la première chose à dire, c'est qu'il y a la thérapie, puis il y a le thérapeute aussi, hein. C'est-à-dire que ça va beaucoup dépendre du thérapeute. De ce que dit de l'hypnose, par exemple, hein. Il y a des gens qui vont être quand même des très bons thérapeutes, en hypnose, d'autres beaucoup moins éthiques, beaucoup moins déontologiques, on va dire. Donc, bon, ça, c'est la première chose à dire. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, par exemple, l'hypnose, c'est la voie royale quand même pour créer des faux souvenirs. Donc, à partir du moment où vous allez faire des suggestions, c'est-à-dire que le thérapeute, ce qu'il faut si vraiment sa volonté, c'est de recueillir, le souvenir de la façon la plus juste et la plus fidèle possible, il doit éviter toute suggestion. Ce que savent maintenant les policiers, par exemple, lors des interrogatoires, hein. Ils commencent à avoir appris ça. C'est-à-dire qu'on n'interroge pas les gens de n'importe quelle façon, si on veut avoir le plus de détails sur ce qui s'est réellement passé. Sinon, on va créer de la suggestion.
on va les faire aller sur tel détail plutôt que tel autre et du coup, ils vont oublier le reste. Enfin bon, on les fait focaliser sur quelque chose. Donc c'est vraiment, et les thérapeutes évidemment doivent aussi, être tout à fait conscients de ça. Malheureusement, c'est pas forcément le cas. Effectivement, il y a, enfin, en tout cas, l'histoire de la psychologie nous a montré ça, tous les travaux de Loftus, notamment au moment de l'épisode de la guerre des souvenirs aux États-Unis, hein, dans les années 80-90, a vraiment montré ça. C'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes qui étaient en fait, qui avaient des propensions à la suggestion beaucoup trop importantes, en fait. Ils ramenaient toujours les gens sur les mêmes problèmes, ils avaient qu'une solution à tous les problèmes, qui était en général une solution soit d'inceste, soit de problèmes avec, de violence pendant l'enfance et cetera. Bon, évidemment, la première séance, on se dit: «Mais non, ça me dit rien du tout», et puis peut-être qu'à la 10e ou à la 20e séance, on se dit: «Ouais, bon, j'y ai réfléchi». En fait, on y a réfléchi, c'est-à-dire on y a juste pensé, on a créé des images mentales correspondantes, on a et donc on a inscrit de nouvelles traces qui viennent évidemment, confirmer ça. Faire très attention à ça dans le cadre de la thérapie. Éviter d'être suggestif, absolument. Ouais. Et donc pour une personne, si, le thérapeute commence à peu importe le genre de thérapie, si le thérapeute commence à vouloir imposer une sorte de théorie sur, qui aurait pu causer la personne, petit à petit et suggère que c'est de plus en plus ça, la personne devrait prendre ça peut-être comme un indice de se méfier, de faire gaffe à pas elle-même créer des liens associatifs du coup, par rapport à cette théorie. Oui, oui, toute insistance du thérapeute est assez suspecte, effectivement. Ouais, 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 je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, c'est un signal d'alerte à mon avis. Il y a ça et puis il y a aussi la durée de la thérapie évidemment, hein. Parce qu'une thérapie qui est, considérée être efficace, mais il lui faut 3 ou 4, 5 ans, ça me paraît un peu bizarre. Je dis pas que ça fait pas du bien de parler à quelqu'un et de ses problèmes, hein. Mais, normalement, un bon thérapeute, si, vraiment il doit soigner, une personne, il faudrait que ça prenne pas 3, 4 ans. Ouais, et que les conditions de soins soient définies au préalable et pas, Mmh. au fur et à mesure, pour pas rallonger, Ouais, oui, après ça peut faire du bien, hein, de parler à quelqu'un pendant, 5 ans, pourquoi pas, hein, si les gens ont les moyens et qu'ils peuvent le faire, si vraiment ça leur est bénéfique, oui. s'ils le ressentent, moi j'ai pas de problème. Mais là, on parlait du trauma et du trouble du stress post-traumatique, à mon avis, c'est plutôt des thérapies, brèves, hein, c'est-à-dire une dizaine de séances, une vingtaine des fois, bon OK, mais c'est des thérapies qui quand même sont efficaces à court terme, hein. On commence pas on n'est pas du tout dans le champ, psychanalytique avec, des séances sur des années, et un suivi régulier, dans ce contexte-là, hein. Et justement, est-ce qu'une thérapie sur un traumatisme, donc mettons par exemple des gens qui auraient vécu, par exemple Charlie Hebdo ou l'attentat du Bataclan, ils viennent en thérapie, ils se font soigner, par une thérapie EMDR ou quelconque. Après ça, est-ce qu'ils sont bons pour «une vie» entre guillemets? C'est-à-dire que le souvenir est vraiment dissocié et donc ils peuvent continuer avec leur vie, ils auront toujours ce souvenir-là qui va peut-être revenir, mais qu'il y aura plus cette émotion intense? Ou est-ce que justement, peut-être qu'il faudra faire des rappels de temps en temps, Oh, il est possible de faire des rappels, en fait, faut vraiment avertir le patient sur ça. C'est-à-dire que si, ça redevient problématique, faut qu'il revienne. Faut qu'il revienne, c'est que c'est voilà, ça peut être efficace, il peut y avoir une petite récidive aussi dans l'année qui suit effectivement, ou un petit retour, on ressent quand même encore un peu de mal-être. Il faut à ce moment-là, oui, remettre une dose comme vous dites, oui, pas de problème et c'est comme ça, hein, il y a pas de recette miracle en fait. Ça va être vraiment en fonction des personnes, en fonction de la nature du traumatisme, de leur intensité. Là, on parle de traumatisme simple, hein, c'est-à-dire d'événements uniques, hein. Mmh. Parce que pour les traumatismes complexes, c'est encore autre chose, quoi. c'est quoi la différence entre un traumatisme simple et un traumatisme complexe? Un traumatisme complexe, c'est un traumatisme par répétition. Par exemple, enfant, vous subissez, tous les jours ou tous les 2 jours la violence, d'un de vos parents, qui vous traumatise, mais de façon répétitive. Donc c'est beaucoup plus structurant au niveau de la personnalité, donc c'est des choses qui vont s'inscrire beaucoup plus, durablement et en termes de psychopathologie, évidemment, ça crée des effets un peu plus importants. Et du coup, pour les traumatismes complexes, est-ce que la méthode est la même? C'est-à-dire qu'on va essayer de dissocier, le souvenir, mais vu que le souvenir, c'est plein de petits souvenirs, on fait quoi? On essaie de les prendre un par un? Ou est-ce qu'il y a vraiment un moyen de Eh modifier oui l'ensemble? et le problème, comme vous dites, c'est que tous ces petits souvenirs, en fait, vont commencer à se former en structure, à s'intégrer comme des connaissances, en fait, à partir de souvenirs, si vous voulez, hein. Et donc ça va être très structurant pour la personnalité. Donc c'est toujours des cas difficiles. C'est toujours au niveau thérapeutique, c'est ce qui est le plus compliqué, en fait, les traumas complexes puisqu'il faut vraiment là, on s'attaque à une structuration psychique, en fait. On s'attaque pas à un événement particulier, à un souvenir particulier, mais plus à quelque chose de très structuré.
donc ce sera forcément plus long et le MDR peut être préconisé comme, quelque chose de qui va permettre effectivement d'accélérer un petit peu, mais de toute façon, il faudra vraiment une psychothérapie, d'un peu plus long terme là, hein, pour ce genre de cas-là. Oui, parce que là, à partir de ce moment-là, quand ça devient structurant, ça devient vraiment dans les axiomes, avec laquelle la personne fonctionne. Donc elle va voir le monde, enfin, c'est comme si d'un coup elle mettait des lunettes, qu'elle allait coloriser le monde de cette manière-là, quoi. C'est Ça peut ça. être, Par exemple, un enfant qui a subi des traumatismes à répétition ou des violences à répétition, effectivement, ça peut très bien devenir quelqu'un qui va éteindre ses émotions, par exemple, pour continuer à fonctionner. Parce que de toute façon, il sait très bien que c'est pas viable, en fait, de ressentir ça tout le temps et d'être dans cette peur permanente. Donc évidemment, tout ça peut aller vers, des personnalités, plus ou moins psychopathologiques et cetera et oui, effectivement, c'est très structuré, en fait, hein. C'est des choses qu'il a mis en place très tôt dans son enfance. Il est comme ça et vous, en fait, vous aimeriez le faire revenir dans un état, entre guillemets «normal». C'est quelque chose effectivement qui va être, un travail sur un temps long. oui, parce qu'on va avoir vraiment besoin de redéfinir ses axiomes fondamentales et de venir lui montrer petit à petit lesquels lui servaient, pourquoi est-ce qu'elles lui servaient, que maintenant peut-être C'est il ça. doit leur dire au revoir et voilà, quoi. Plus les structures auxquelles on s'attaque sont complexes et intégrées, en fait et plus évidemment, les remodeler ou les déconstruire pour mieux les reconstruire va être difficile et complexe aussi. Et est-ce que justement, il y aurait des pratiques qu'une personne pourrait faire, en dehors de thérapie, soit pour un trauma simple ou un trauma complexe, pour, peut-être commencer à travailler dessus? Ou même peut-être juste dans le cas d'un souvenir douloureux qui est peut-être pas traumatique, ou en tout cas que la personne ne considère pas traumatique, que la personne pourrait faire, donc des outils ou des pratiques que la personne pourrait employer au quotidien, Bah, une des techniques assez efficaces, c'est d'associer, à chaque fois que la personne pense, en fait, à ce traumatisme, l'associer à quelque chose de positif. Donc se mettre dans un lieu désirable, par exemple, qu'on aime bien, qui nous apaise ou, réactiver en même temps quelque chose, un souvenir positif pour l'associer à celui-là. Donc, plutôt que de faire de l'association et de rester sur uniquement le la chose qui est négative et de vivre ces émotions négatives lorsqu'on réactive le souvenir, les associer davantage à quelque chose de positif. Reconditionner comme ça un petit peu, réassocier en fait le souvenir à quelque chose de positif. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement dans la vie quotidienne. Ça ne sera pas de la même efficacité qu'un thérapeute, hein, quand même. Mais oui, voilà, évidemment. si je devais voilà, donner un petit conseil au quotidien, ce serait ça. Quelle attitude, du coup, une personne devrait adopter envers ses souvenirs? C'est-à-dire que est-ce qu'une personne devrait, comment dire? Est-ce que de toute façon, on est dans notre mémoire est biaisée, on fait avec et donc on prend pour vérité dans tous les cas ce qu'on a pour souvenir puisque de toute façon c'est comme ça, on peut rien y faire? Est-ce que du coup, à l'inverse, on se méfie de tout et on prend des pincettes? Ou est-ce qu'on essaie peut-être de repérer les moments où on pourrait douter ou en tout cas on essaie de se rappeler quand on peut, quand on y pense, que ah, peut-être que là ça s'est pas passé comme ça et notamment dans des situations qui auraient peut-être une importance, c'est-à-dire que dans un conflit, peut-être se dire que ah, peut-être que le souvenir que j'ai de ce qui s'est passé, c'est pas exactement ce qui s'est passé ou quoi et du coup d'essayer de voir dans des moments de tension, de remettre en question, Oui, oui, tout à fait. Je pense que de façon générale, hein, la bonne posture, c'est de pratiquer le doute et de se dire qu'il y a toujours la possibilité de l'erreur. Après, notre mémoire n'est pas si mal faite quand même, hein. On a quand même une bonne mémoire et des souvenirs qui sont vraiment, tout à fait, véridiques quoi, hein et efficaces, il y a pas de problème. Mais de toute façon, en termes de philosophie et de monde mental de manière générale, hein, la pratique du doute est toujours une bonne chose. Faut toujours avoir, cette idée que, bah, on peut être dans l'erreur, hein, ça va nous aider de toute façon à avoir une pensée qui soit de mieux en mieux construite et de plus en plus efficace, en fait, de pratiquer le doute. C'est la méthode scientifique, en fait, hein, et c'est la philosophie aussi classique, hein. C'est, voilà, la pratique du doute, c'est quand même une base assez importante justement pour arriver à un niveau, de construction mentale qui soit le plus développé possible et de pouvoir penser les choses, hein. Pouvoir penser que ça pourrait être autrement, pouvoir penser qu'on est dans l'erreur, pouvoir, voilà. Ça va vous permettre d'agrandir quand même votre champ mental, hein, ce qui est quand même assez important. est-ce que quelqu'un voudrait essayer d'améliorer, enfin, est-ce que quelqu'un devrait souhaiter améliorer sa mémoire? C'est-à-dire, est-ce que si l'on pouvait se souvenir de tout exactement comme c'était, est-ce que la personne pourrait y voir maintenant plus de côté bénéfique? Ou est-ce que à l'inverse, ça devient plus pathologique en fait de tout se rappeler et d'essayer de jouer avec ce petit processus, Bah, ça dépend ce qu'on entend par souvenir de tout. Il y a des cas, par exemple,
ce qu'on appelle les HSAM, c'est-à-dire, Highly Superior Autobiographic Memory, hein. Donc c'est des personnes, il y en a à peu près, une dizaine dans le monde, qui se souviennent exactement de chacun des jours de leur vie, dans les détails. Il y a très peu de personnes de ce type-là, mais c'est pas forcément des personnes heureuses, hein, puisque se souvenir de tout, c'est aussi, le revers de la médaille, c'est qu'on a moins de résilience du coup, puisqu'on se souvient de tout. C'est-à-dire si je vous rencontre et que je me souviens d'exactement tout ce qui s'est passé, voilà, s'il s'est passé des mauvaises choses, bon, je vais m'en souvenir aussi. Bon, il y aura moins d'adaptation possible, il y aura moins de résilience. Ce sont pas des personnes, qui sont tout à fait heureuses et du coup, ces personnes-là, en plus, ce qu'on a remarqué, c'est qu'elles ont moins de mémoire en termes de connaissances. Elles ont une mémoire qui est vraiment épisodique, celle des souvenirs, mais par contre, il y a une contrebalance, qui a les connaissances qui est pas forcément très efficace en termes de connaissances et c'est marrant parce que dans le syndrome du savant, par exemple, qu'on trouve chez les autistes de haut niveau comme les Asperger, par exemple, le syndrome du savant donc c'est une mémoire purement encyclopédique. C'est le cas de Rain Man, par exemple, pour ceux qui ont vu le film, Kim Peek donc qui est Rain Man qui est incarné, dans ce film. Lui, il se souvient, par exemple, de tous les joueurs de baseball, exactement toute l'histoire des joueurs de baseball. Il peut apprendre, des pages d'annuaires, voilà. Donc il focalise vraiment sur des connaissances comme ça, tout à fait désincarnées de la sensorialité, en fait, et de toute émotivité, qui se comprend tout à fait dans le cadre du trouble du spectre autistique. Mais du coup, ce sont des gens qui ont une très, très bonne mémoire encyclopédique, hein, ils peuvent apprendre un livre comme ça. Mais par contre, eux, il faut pas leur parler de souvenirs, autobiographiques, épisodiques. Ils ont pas du tout investi ce domaine, vous voyez? Donc il y a un équilibre aussi, ça dépend ce qu'on entend effectivement par avoir une bonne mémoire. Pour moi, avoir une bonne mémoire, c'est être à l'équilibre justement, entre, réactiver des connaissances quand on le souhaite, mais aussi réactiver des souvenirs épisodiques quand on le souhaite et pas avoir la balance qui penche vers, les souvenirs épisodiques ou qui penche, vers les connaissances. Oui, on n'a pas vraiment de cas où, quelqu'un aurait entre guillemets «tous les niveaux de la mémoire», boostés au maximum, OK. Non, et pourtant on les a étudiés les champions de la mémoire, hein. Mais les champions de la mémoire, ils sont toujours de domaines spécifiques. C'est un domaine qu'ils ont investi durant tout leur développement, durant leur enfance. Les gens qui étaient très doués pour retenir les chiffres, par exemple, voilà, qui se sont mis certains peuvent vous rappeler les 40 000 premiers chiffres derrière la décimale de pi, par exemple. Voilà, ils ont appris. Voilà. Chose qui, enfin, c'est quelque chose à retenir qui est absolument fou, quoi. Mais voilà, eux, ils ont tellement investi les chiffres qu'ils ont cette compétence-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont mieux vous rappeler ce qu'ils faisaient, la semaine dernière à la même heure, vous voyez? Mais du coup, ça veut dire que notre expérience quotidienne, elle façonne la manière dont on va se souvenir plus tard des choses. C'est-à-dire que si, par exemple, on étudie de plus en plus la psychologie, on va devenir meilleur en quelque sorte à se souvenir de faits psychologiques, c'est-à-dire que ce soit des études, des choses comme ça. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'on va peut-être devenir un peu moins bon pour se rappeler d'autres choses, quoi. Oui, ainsi va la vie, hein. C'est toute l'histoire de l'expertise, hein. Effectivement, quand au cours de votre développement, vous allez investir des domaines plutôt que d'autres et bah, du coup, vous serez moins doué dans ces autres domaines, hein, c'est comme ça. C'est ainsi que se construit la personnalité. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse dans l'étude de la mémoire, c'est vraiment que c'est au fondement, en fait, de la personnalité psychologique et de son développement, en fait. C'est toutes les traces qui s'accumulent, évidemment, hein. Si vous travaillez le bois, par exemple, et que, bah, vous avez un apprentissage qui se fait au cours de votre enfance et que vous devenez un expert, du travail du bois, bon, bah, voilà. Vous avez toutes ces compétences-là, mais vous n'en avez pas d'autres. Bon, heu, on peut pas tout faire et tout explorer. Et donc, est-ce que des événements majeurs, donc par exemple, soit un traumatisme peut réécrire, entre guillemets, toute notre vision du monde, un peu tous les souvenirs qu'on avait, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un traumatisme à 20 ans et d'un coup, je réécris toute mon enfance et toute mon adolescence en conséquence de ce traumatisme. Est-ce que c'est possible? Et secondement, est-ce que, du coup, quelqu'un qui se spécialise va perdre des souvenirs qui sont, éloignés de sa spécialisation, mais des souvenirs qu'il avait déjà ancrés? Donc par exemple, plus on va se spécialiser dans un domaine, plus on va effacer peut-être des souvenirs qui sont éloignés de ce domaine. Est-ce qu'en gros, un nouvel apprentissage nécessite une réécriture par-dessus? Ou est-ce qu'on a une capacité tellement grande de souvenirs qu'on a que apprendre une nouvelle chose ne veut pas dire qu'on a oublié autre chose en conséquence? Ah oui, oui, bah, là, ça renvoie votre question renvoie un petit peu à la capacité de notre mémoire, en fait. Au niveau cérébral, la limite n'est pas tout à fait connue en vérité, hein. C'est-à-dire que, on peut apprendre quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir, d'association ou d'interaction, de transfert d'apprentissage ou l'inverse, d'inhibition d'un apprentissage sur un autre, effectivement, tout ça peut se produire. Mais la capacité vraiment de notre mémoire est quand même, semble-t-il, hein, assez conséquente. Si on reprend les cas des autistes, avec le syndrome du savant dont je parlais tout à l'heure, c'est tout à fait impressionnant, cette capacité-là, de mémoire absolument analogique où ils rappellent exactement, hein, ce qui a été écrit dans un livre qu'ils viennent juste de lire. Bon, c'est assez épatant, hein, mais non, tous ces domaines, vous pouvez apprendre tout un tas de choses, hein. Après, le problème, c'est la limite de temps, de votre vie qui va faire que, bah, vous pouvez pas tout faire. Mais sinon, effectivement, potentiellement, vous pouvez explorer, énormément de domaines et en conserver des apprentissages. Et du coup, l'autre question, c'était, enfin la première, c'était comment est-ce que les événements de vie majeurs viennent réécrire le reste de notre vie qu'on a déjà vécu? C'est-à-dire, est-ce que vraiment, par exemple, le fait d'avoir un traumatisme à 30 ans va changer tout ce que j'avais vécu avant, enfin ma vision de ces choses-là? Au début de l'épisode, vous parliez justement du fait que le passé, enfin la vision que les gens avaient de leur passé évoluait en fonction de leur état présent. Mais on parle de légères distorsions ou on parle vraiment de distorsions majeures avec potentiellement, du coup, bah, une des axiomes fondamentales qui a changé entre temps et du coup, on réécrit vraiment toute l'histoire avec cette axiome fondamentale maintenant qui est prise en compte. Il y a pas de règle générale, mais il y a une étude intéressante qui avait été faite aux États-Unis, sur, des personnes qui ont été suivies entre 20 et 50 ans. C'est-à-dire elles ont été interrogées une première fois à 20 ans et une deuxième fois à 50 ans. Et pour prendre un exemple, donc on leur demandait si la religion était importante dans leur vie, par exemple, à 20 ans et puis à 50 ans. Et des personnes effectivement, lorsqu'elles avaient 50 ans, on leur demandait de rappeler ce qu'elles avaient dit quand elles avaient 20 ans. D'accord? Et les personnes qui avaient changé, d'opinion, qui étaient devenues religieuses, par exemple, étaient incapables de considérer que quand elles avaient 20 ans, elles avaient, effectivement dit que, la religion, n'avaient pas d'importance dans leur vie. Donc vous voyez, effectivement, hein, le problème, c'est que le moment où on récupère un souvenir, c'est le moment présent et ce moment présent, effectivement, hein, il relève de tout un tas de schémas mentaux, qui sont les nôtres et ce qui fait que quand il y a une distorsion très éloignée entre ce qu'on est et ce qu'on a été, c'est là où commence la réécriture, hein, en général et les distorsions et les difficultés à récupérer fidèlement, en fait, nos souvenirs. Et donc c'est sur ça que va jouer un petit peu le processus thérapeutique quand il va s'agir du coup de réécrire pour les traumas complexes, non? Ça va du coup essayer de maintenant de revivre le trauma dans l'instant présent, essayer de ressortir du coup, de nouvelles actions en conséquence, enfin, réécrire les choses d'une manière peut-être plus positive ou en tout Ouais. cas, Ah ça, c'est plus pour le trauma simple justement, parce que le trauma complexe, c'est un peu plus, structuré. Donc il faut plus travailler sur les schémas de personnalité qui sont déjà bien construits quand même. pour finir l'épisode, est-ce qu'il y a des astuces qu'une personne pourrait utiliser pour se rappeler, d'un événement? Donc par exemple, pas forcément, d'un cours, mais par exemple, quelqu'un a un événement, je sais pas, un événement important, ou en tout cas, un moment avec des amis ou quoi qu'il aimerait se souvenir. L'événement est pas extraordinaire en soi, donc il risque pas d'être, imprégné directement. Est-ce qu'il y a des choses qu'une personne peut faire pour, entre guillemets, «consciemment» influencer, la création du souvenir? Bah, il y a des choses que nous faisons tous, hein. Par exemple, si je vous demande à vous, qu'est-ce que vous faisiez il y a 10 jours à la même heure? Non, ça ce qui est un souvenir que vous allez devoir reconstruire. Vous allez, travailler avec des indices. Alors on était quel jour? Ah OK, voilà, on était mardi, OK. Lundi, bon. Qu'est-ce que je fais en général le lundi? Donc vous partez déjà sur vos connaissances là. Ouais. En général, le lundi à telle heure, je Mmh. suis là. Voilà. Et vous reconstruisez votre souvenir comme ça. Et peut-être qu'à la fin, vous aurez l'image mentale de vous, hein, de ce que vous faisiez. Vous Ouais. allez vous allez reconstruire comme ça aussi peut-être l'image mentale précise, hein, de ce que vous faisiez à ce moment-là. Mais c'est toujours des indices, c'est toujours de proche en proche. Voilà et il faut toujours aussi avoir en tête qu'il s'agit d'une reconstruction. Voilà. On va pas chercher, hein, comme sur un disque dur d'ordinateur, une information qui serait dans cet endroit sur le disque dur et on l'allume quoi et on comme un modèle caméra vidéo quoi. Hein, on pense plus du tout que la mémoire fonctionne comme ça. Hein, ça ne fonctionne pas comme une caméra vidéo, hein. Il y a tout un voilà, des mécanismes et des processus de reconstruction des souvenirs qui font que, effectivement, les distorsions peuvent se produire. Mais si je devais donner des conseils à ces personnes, effectivement, ce serait de partir sur des indices pour vraiment essayer de récupérer, au mieux, de proche en proche, ce qu'elles faisaient à ce moment-là,
avec qui elles étaient et cetera. Ce qu'on fait faire aussi beaucoup dans le cadre maintenant des interviews, des choses, des interrogatoires pardon, c'est, d'aller dans le sens chronologique, puis dans le sens santé chronologique. C'est-à-dire dans un sens dans le temps, on remonte dans le temps. À partir de cet événement, on essaie de voir, par exemple, ce qui se passait avant et cetera. Puis on va essayer aussi de voir ce qui s'est passé après et essayer de reconstruire comme ça de proche en proche pour essayer de reconstruire vraiment tout ce contexte-là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est se mettre à la troisième personne, c'est-à-dire essayer de voir de la perspective extérieure. Par exemple, si vous avez été agressé, vous prenez la perspective de l'agresseur et vous essayez de vous remémorer les souvenirs que lui pourrait avoir et cetera. Bon, voilà. Bon, il y a tout un tas de techniques comme ça qui permettent de reconstruire et surtout de vérifier qu'il y a bien une con que c'est bien congruent en fait, tous ces éléments, et que ça relève bien de d'un même souvenir. Oui, donc l'idée, c'est qu'il y a pas vraiment de possibilité de faire comme si on prenait une photo là maintenant de l'instant présent et qu'après on la garderait. C'est plus, au cours des prochains jours, essayer de s'en rappeler, d'ajouter un maximum de contexte à chaque fois au souvenir pour avoir, une ma enfin, de plus en plus d'indices pour après avoir plus de chances de s'en rappeler et ainsi de suite au fur et à mesure, quoi. Ouais, tout à fait. Sachant toujours que les événements qui vont prendre le plus d'importance pour nous, hein, sont ceux qui vont, générer en général des émotions, positives ou négatives, hein, ou qui vont être incongrues. C'est-à-dire, voilà, ah bah, c'est tiens, normalement ça se passe pas comme ça, là c'est pas voilà. Le jour différent des autres en fait, hein, celui-ci on va s'en souvenir. Alors que les jours voilà, les jours assez classiques, qui se déroulent comme tous les autres, évidemment, ils vont moins laisser de traces en nous. Et c'est tout à fait adaptatif, en fait, hein, que nous sommes des animaux et évidemment, l'idée, c'est qu'à partir du moment qu'il y a une mise en danger ou, au contraire un renforcement positif, bah, ça, il faut bien s'en souvenir puisque c'est ça, on veut éviter le danger et on veut plutôt aller vers le positif, donc ces choses-là, il faut s'en souvenir. Le reste, si c'est un peu banal, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour, la construction de nos connaissances. Bah, merci beaucoup Fabrice pour avoir pris le temps de faire cet épisode. Je vous en prie, Corentin. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me faire savoir ce que tu en as pensé. Tu peux aussi rejoindre l'aventure en t'abonnant à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Tu peux aussi t'abonner et laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. En tant qu'auditeur, je sais qu'on ne réalise pas toujours l'impact d'un abonnement ou d'une note 5 étoiles, mais crois-moi, en tant que créateur, ces petites actions sont cruciales pour améliorer le référencement et continuer à faire grandir ce projet. Si tu as des amis ou de la famille qui pourraient être intéressés par le podcast, n'hésite pas à leur en parler ou même à le partager en story. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de participer à cette aventure. Merci pour ton soutien et ta curiosité. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.